Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis Cédric Rostin, votre hôte, et je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast pour parler ensemble de parentalité, d'éducation, de promotion des droits de l'enfant tout en s'affranchissant du modèle patriarcal. Nous visons une société plus juste, pour toutes et tous, au travers du partage de spécialistes et aussi des vécus de nombreux parents qui cheminent. Je vous invite à nous écouter, à essayer de construire des ponts au lieu de dresser des murs, car ce n'est pas parce que nous voulons aller au même endroit que nous devons forcément prendre le même chemin, pour nous et surtout pour nos enfants. Bienvenue dans Histoire de parents, un format que j'affectionne particulièrement. Ici, j'interroge deux parents autour des mêmes étapes de leur vie, désir d'enfant, grossesse, parentalité, pour voir comment leurs récits se complètent ou parfois se répondent en écho. Aujourd'hui, je reçois Caroline Estremont. Caroline est humoriste, maman et femme de scène. Tu peux la retrouver en tournée dans toute la France et aussi à Paris avec son spectacle Normalement, dont les dates sont à retrouver sur son site Caroline Estremont, ça finit par O, officiel.com. Et sur son compte Instagram, @CaroEstremont. Mais au-delà de la scène, Caroline, c'est une histoire d'amour singulière. Après 6 mois de mariage avec un homme, elle a choisi de vivre son amour avec Élodie, sa meilleure amie et témoin de mariage. Ensemble, elles élèvent aujourd'hui 2 filles dans un modèle familial qu'elles ont entièrement inventé. Avec Caroline, on a parlé du désir d'enfant. Est-ce vraiment un désir personnel ou parfois une attente sociale ? On a parlé du coming out, des peurs, des ruptures, de la PMA à 2 femmes, de la place de chacune dans une parentalité hors des normes habituelles. On a aussi beaucoup ri, parce que Caroline, elle a ce don, celui de faire passer des vérités profondes avec tendresse et humour. Cet épisode, c'est une plongée dans la sincérité, l'autodérision et la liberté. Je te conseille de rester jusqu'au bout, tu trouveras des réflexions précieuses sur l'authenticité et peut-être l'envie de choisir ta propre voie, quelle qu'elle soit. N'hésite pas à t'abonner au podcast, à laisser une note avec un max d'étoiles et commenter partout c'est possible, comme sur Apple Podcast et Spotify, là-bas je peux même te répondre. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Tu peux aussi réagir en laissant un audio sur l'outil SpeakPipe, même depuis ton téléphone, le lien est en description. Et si tu souhaites soutenir financièrement le podcast pour l'aider à se développer, tu peux t'abonner à Papatriarcat Plus pour écouter les épisodes sans pub en avance et avoir accès à plus de 80 bonus. Le lien est aussi en description. On y va tout de suite avec ma première question. Caro, d'où est venu ton désir d'enfant ? Je te souhaite une bonne écoute. Je pense que j'ai toujours voulu avoir des enfants. Est-ce que c'était un besoin ou est-ce que c'était parce qu'on t'apprend qu'il faut un jour être marié, avoir un chien, 4x4, une maison et des enfants ? Je ne peux pas te dire. Mais en tout cas, je me suis jamais dit non, j'en aurais pas. Pour moi, c'était toujours une évidence que j'en aurais. Mais est-ce que c'est parce que c'était un truc dans mes tripes ou parce qu'on me l'a inculqué comme ça ? Ça, j'avoue, je ne sais pas. Ouais, je comprends parce que moi c'est un peu pareil, je m'étais toujours projeté avec des enfants, tu vois. J'ai accepté le fait qu'il y avait quand même, je pense, pour me concernant, une grosse part de modèles hétéronormés de la société attendue, oui. tu vois. Ah oui, je pense que oui. Mais si, quand même, après, je pense que j'ai fait comme beaucoup de personnes, le coup de la chaîne, tu sais, qui va dans un sens, tu auras 2 enfants, tu auras 2 fils, une fille. Et je m'amusais même à me dire, bon, mais moi, si j'ai un fils, je l'appellerai comme ça. Et heureusement, nos goûts évoluent. Heureusement. Pourquoi ? C'est quoi le prénom de merde que t'as pas gardé ? Je crois que j'en ai un, je voulais qu'il s'appelle Alejandro. Ok. Ça, c'était ma période, le masque de Zorro, tu vois. Désolé pour tous les Alejandro qui nous écoutent. Non, mais Elena... non, en plus, c'est des beaux prénoms. Mais voilà, à un moment, j'ai eu un truc sur Todd. Théo Todd. Comme le champignon ? Ouais. Ah ouais. C'est chelou, ouais. C'est chelou. Et je pense que j'ai eu ma période Brian. Hein, ouais. Mais beaucoup plus jeune, hein, pour ma défense. Il est condamné à rester in the kitchen, donc c'est compliqué. Ouais, c'est ça, en fait, c'est ça. C'est peut-être là où je me suis dit, peut-être pas un bon plan. Comment vous êtes rencontrés avec Élodie, du coup ? Alors, avec Élodie, on s'est rencontrés d'abord en amis, puisque je dirais vers l'âge de 18 ans. En fait, on était 4 potes. Il faut que je t'explique le plus clairement du monde. Moi, mon chéri, il avait un meilleur pote. Et en fait, le meilleur pote était le chéri d'Élo. Okay. Voilà. Donc, eux, tous les 3, ils étaient dans le même lycée. Et moi, quand je suis sortie avec mon copain, il m'a dit, je vais te présenter mes amis. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Élo pour la première fois. C'est très drôle parce que Élo, je l'ai trouvé un peu introverti, sans plus. Et souvent, quand je lui dis, ça lui fait péter un plomb, il me dit, ça me fait mal au cœur quand tu dis ça. Mais je me souviens que j'avais dit à mon ex, oui, elle est sympa, mais ça ne deviendra jamais une bonne amie, quoi. Il n'y a pas de... Okay. Elle est un peu boring. Et en fait, c'est devenu l'amour de ma vie. Je crois que l'univers m'a entendu, il a fait, ah ouais. Et avant d'être l'amour de ta vie, comment cette relation, en fait, au début, non, normal, puisqu'on se voyait de temps en temps quand on allait se faire un ciné-resto. Et puis, au fur et à mesure, on a quand même bien accroché. Et après, on a eu
de la chance pour nous, peut-être de la malchance pour nos ex-maris, du coup, on est venu, on a trouvé une maison à, je sais pas, 500 mètres de chez eux. Et donc, du coup, on est devenus vraiment très proches. On se voyait tout le temps, les uns chez les autres. Et là, ça a commencé à se modifier. Mais ce n'est que vraiment, je te parle d'un truc, 10 ans plus tard. Donc, il y a 10 ans d'amitié où il y a strictement rien. Et 10 ans plus tard, ça bascule. Mais moi, j'aime bien te raconter ça, parce que je trouve ça un peu kitsch et mignon. C'est que, au même moment où je pense que cette personne est boring, il y a un moment, je l'invite chez moi, j'habite encore chez mes parents. On fait les débiles, on se filme, on fait des photos. Et il y a un moment, je la regarde, on est très très proches. On est sur le lit, coude à coude, tu vois. Et je la regarde, ça dure une fraction de seconde, je fais, hein? Tu sais, et hop, ça change. Mais il y a eu un moment où on s'est regardé dans les yeux, j'ai senti pendant une demi-seconde, c'est pas là que t'embrasses la personne, tu sais, un truc vraiment... et le moment, quoi. Voilà, le moment. Mais ça a duré, et ça s'est balayé, et ce n'est que 10 ans plus tard que une intuition, je ne sais pas. Voilà. Et c'est vraiment qu'au fur et à mesure, quand on est devenu très très proche en amitié, où là, j'ai commencé à me dire, j'aime pas qu'on se sépare. Tu vois, j'aime pas quand il faut se dire au revoir. C'est là, vous êtes dans un couple lesbien, du coup? Toi, t'étais dans un schéma hétéro depuis tout le temps, ou t'as eu des explorations? Oui, j'ai eu des explorations. En fait, moi, j'ai toujours été attirée par les garçons. D'accord. Et j'ai toujours voulu avoir un amoureux. Je trouvais ça très cool et j'étais souvent... j'aimais bien draguer, franchement. Ouais. Et j'aimais pas être célibataire. Très vite, j'avais toujours un nouveau copain et non, j'aimais vraiment ça. Mais en grandissant, tu te rends compte que je m'en suis surtout rendu compte pendant les soirées alcoolisées, où tu sais, t'es un peu désinhibé. Ah oui, et que tu commences à dire, tiens, c'est marrant de se maquer les copines. Tiens, ça fait un truc dans le ventre. Tiens, quand je regarde un film à la télé, je savais, avant qu'elles s'embrassent, qu'il allait se passer quelque chose. Tu sens l'électricité, un truc instinctif, et j'avais un ascenseur dans le ventre, tu sais, avec... tu sais, tu commences à faire... Et là, je me dis, attends, non, c'est pas normal, ces choses-là. Donc, il y a plein de choses que j'ai mis sous le tapis. Et après, au fur et à mesure, où j'étais clairement, oui, la meuf qui te se maquait en soirée très aisément, où je me disais, j'ai l'impression d'avoir une facilité à séduire les femmes. Et j'aimais bien ce petit power. Je trouve que ça a inversé le cours. Quand un homme te drague, j'aime pas dire dominer, mais c'est un peu lui qui guide la danse, on va dire ça comme ça. Et je trouvais que de fait de draguer les filles, c'est moi qui menait. C'était dans l'action, quoi. Et j'aimais beaucoup. Tu vois, ça me donne un petit... et j'aimais beaucoup ça. Voilà, donc en vrai, avec le recul, quand je mets tout bout à bout, je me dis, il y avait des signes quand même. Il y avait des signes. Mais ça a pris du temps, du coup. Ça a pris du temps. Gavé de temps, même. Ah ben ouais, gavé de temps, oui, parce que après, je pense que j'ai commencé à déraper vers 17-18 ans, où là, ça commençait à devenir plus que des smacks avec les filles, mais sans plus, tu vois. On appelle ça des frottis-frottas. Tu vois, le frottis-frotta? Oui, tout à fait. Mais le lendemain, c'est bon, c'est oublié. Tu te dis, oui, bon, on n'a qu'une vie, on teste, quoi, tu vois. Et tu repars dans ton schéma. Mais j'étais très bien avec les garçons, j'étais attirée, je me forçais pas, il y avait pas de ça. Mais plus je grandissais, plus je me disais, c'est dommage quand même, t'auras jamais fait l'amour avec une femme. Tu vois, je l'avais vraiment en frustration de me dire... Et t'en parlais avec ton mec de ça? Oh non. Oh là, non. Non, mais ça pourrait. Non, parce qu'il était très jaloux. Peut-être que finalement, il m'aurait dit, bah, si tu veux, on peut faire un truc à 3. Tant que c'est avec une fille. Voilà. Oui, alors là, c'est surtout avec une fille. J'en connais beaucoup des mecs qui seraient d'accord avec ce concept. Mais je me le gardais plutôt dans mon instant voiture. Parce que moi, j'aime beaucoup rêver en voiture. Ton instant voiture, ok. Ouais, c'est mon instant voiture. Quand je suis dans la voiture, c'est vraiment mon truc à moi. Souvent, Hello, elle me dit, tu parles pas. Oui, mais parce que j'aime bien, je suis dans ma tête, je m'imagine des scénettes. Et je m'imaginais beaucoup de choses avec Hello. Ouais. Ah ouais. Où je me disais, non, mais sans que ce soit un truc érotique, hein, c'était vraiment... Mais je sais pas, plus ça allait et plus elle était vraiment ce que j'attendais de l'amour. Parce que ça a été vraiment du romantique. C'est kitsch ce que je veux dire, mais avant de l'attirance physique, en fait. C'est que moi, j'ai été nourrie au film américain L'eau de rose, et j'ai toujours eu cette déception de me dire, les garçons, vous collez pas du tout à ce qu'on nous inculque depuis le début. C'est quoi ce bordel? C'est quoi cette arnaque? Mais les pauvres, ils partent avec un handicap terrible, parce que nous, on est persuadés que le gars, il va traverser la ville en courant sous la pluie pour te dire qu'il t'aime. Non, le mec, il t'envoie un texto. Il t'envoie un pouce. Oui, il t'envoie un pouce, exactement. Voilà, et en fait, Hello, mais c'est inconsciemment, là j'arrive à te le dire tout ça maintenant, bien sûr. Mais sur le moment, c'est des années de trucs qui se glissent dans ta tête insigneusement putain, elle colle quand même avec ce que j'attendrais de l'amour, et moi, ça, je sais que c'est un truc que j'aimerais lui donner à elle, tu vois, que je me dis, son mec, il fait pas ça, moi je l'aurais fait, tu vois. Si j'avais une envie de protection, je sais pas, de la mettre sur un piédestal, sur... Ça, c'est arrivé tôt, du coup?
C'est arrivé, je dirais, vers 25 ans. Ouais, c'est ça, 25 ans. 25 ans, vous étiez déjà toutes les deux en couple. Ah oui, bien okay. sûr. Juste un petit détail pour la sécurité routière, quand tu rêves en voiture, tu conduis ou pas? Oui, non, c'est bon. Okay. C'est bon, j'ai les yeux sur... Non, les mains sur le volant, tout va bien. Non. Je regarde, mais j'aime bien me mettre une petite musique, et tu sais. Ok, tu pars dans tes pensées. Voilà. Comment ça arrive? Très concrètement, le premier bisou. Le premier bisou, il arrive un peu stratégiquement, j'ai envie de dire. En fait, moi, ça faisait longtemps que je voulais... Toi, tu l'avais target quand même un peu, non? Ouais, carrément. Okay. Ouais. Mais j'avais en tête de lui dire déjà que j'avais déjà dérapé avec des filles, pour voir au moins la température. Mais j'osais pas lui dire parce que je trouve que notre amitié était tellement précieuse, j'avais pas envie de la perdre, tu vois. Et moi, je gardais mes idées, mes sensations. J'avais l'impression qu'il y avait vraiment un truc qui se passait entre elle et moi. Mais au début, je me disais, c'est peut-être dans ta tête. Et en fait, je voyais, il y avait des choses. Je lui dis souvent, c'est ton corps parlait avant toi, vraiment. Et un jour, je me lance. On est en vacances à la montagne dans un chalet, tous les 4. On fait une randonnée et puis je lui dis, ouais, tu sais, j'ai déjà dérapé avec les meufs. Je vois que je me dis, bon, c'est maintenant. Je vais savoir si ça s'arrête là. Et en fait, elle me fait, ouais. Et là, tout d'un coup, dans la même position que je t'ai dit, allongée coude à coude, son coude se rapproche. Et là, je vois qu'elle se met en mode parade. Et je dis, j'hallucine ou pas? Et en fait, elle me l'a dit plus tard, elle me dit, mais moi, j'avais les boules. Et moi, t'as jamais essayé de me draguer. Et à partir de là, je me suis dit, t'as mis une graine. T'as mis une graine, c'est sûr. Et effectivement, le soir même au chalet, col se faisant, on s'est vachement rapprochés et on s'est embrassés. Mais là, il y a vos mecs? Et là, nos mecs sont à côté, mais dans la même pièce. D'accord. Mais tu sais, il y a un moment, ils se retournent, ils font hey! Tu sens que la soirée, à tout moment, elle peut basculer et qu'on va être gêné le lendemain au petit-déj. Mais ça s'arrête ici. Okay. Ça s'arrête net. Mais j'imagine les mecs qui étaient peut-être en train de te dire hey! Ils étaient mais devant nous, à 2 mètres, en train de jouer à la console, tu vois. Puis d'un coup, ils font qu'est-ce qu'elles font? Waouh! Lâche la console, c'est maintenant! Tu vois? C'était vraiment le fameux plan. Ça y est, le fameux plan. Et non, Hello, elle a paniqué, moi j'ai paniqué. Et en fait, on n'est pas allé plus loin. Mais du coup, vous avez paniqué. On a paniqué. Et du coup, on a paniqué, exactement. Mais c'est pas plus mal, parce que j'aurais pas aimé que ma première fois avec elle se fasse comme ça, tu vois. Ah ouais, grave. Ouais. Mais à partir de là, c'est la merde, parce que Hello, elle vient de se marier, hein, clairement. Et elle dit, mais attends, c'est quoi cet enfer, quoi? C'est quoi cet enfer? Qu'est-ce qui se passe? Et voilà. Donc, ça pose beaucoup de soucis, parce que tu te dis, mince, qu'est-ce que je fais? Alors là, en théorie, c'est pas mal, puisqu'ils étaient à côté. Ils l'ont vu, tu vois, ça compte pas, c'est bon. Mais en fait, moi, ça concrétise le fait que dès qu'elle est là, je suis folle, quoi. J'ai envie d'être contre elle, j'ai envie de l'embrasser. Toi, t'es déjà mariée à ce moment-là? Pas encore. Pas encore. Pas encore. Moi, c'est intéressant, ça. Est-ce que tu as quand même accepté de te marier? Ouais. Alors que t'as ça? Ouais. Mais je me dis, on sait jamais, peut-être que c'est parce que t'as le stress du mariage, peut-être que... t'es en préparation? Ouais. Okay. Attends, je sais plus. Non, peut-être pas. Si, c'est en préparation. Okay. C'est en préparation. Mais je me dis peut-être qu'il y a le stress du mariage, peut-être que tu t'ennuies, donc tu te trouves... Tu sais, tu commences à sortir plein d'excuses. C'est exactement ça, c'est des excuses. Voilà, c'est bullshit, hein. Bien sûr. Bien sûr, mais t'as le mariage qui est en cours, tu te dis, bon, quand même, ça fait 10 ans que je suis avec lui... Tu vois, tu peux pas remettre non plus tout ça en question. Encore pour une femme, tu te dis, attends, là, c'est peut-être mes heures et des heures de conduite un peu bizarres, de fantasmes ou... Intéressant ce que tu viens de dire, encore moins pour une femme. T'arrivais pas à te projeter dans une homosexualité à ce moment-là? C'est-à-dire que moi, je m'étais toujours dit que si je devais partir pour quelqu'un d'autre, dit comme ça, c'est bizarre, je me suis pas toujours dit que je ferais ça, mais ce serait forcément pour un gars. En vrai, quand tu colles au cliché, normalement, j'aurais dû partir avec le mec d'Hello. Tu sais, les fameux potes qui partent en diagonale, quoi. C'est ça que j'aurais dû faire. Donc là, dans les fameux films américains. Les fameux films américains. Donc là, de te dire, tu vas pas te marier, tu vas partir avec ta meilleure pote, mais c'était même inenvisageable. Quand on en reparle avec Hello plus tard, je lui dis, moi je te dis, viens, on plaque tout, on part ensemble. Elle me dit, mais t'es une grande malade, pour faire quoi? Je sais pas, pour se marier, avoir des gosses. Mais ça va pas. Souvent, je lui dis, tu vois, j'avais raison. Tu m'as pas écouté. Elle me dit, ouais, mais t'étais pas très claire non plus. Et comment t'avances du coup avec cette ambiguïté-là? Après, c'est vrai que la préparation d'un mariage, quand même, c'est dense, donc peut-être que tu mets entre parenthèses, tu te laisses porter. Non. Alors moi, le problème, c'est que je suis très au clair avec moi-même. C'est-à-dire que je suis comme tout le monde. Je mets des choses sous le tapis, mais je sais exactement ce qu'il y a sous le tapis. D'accord. Tu vois? Donc c'est pour ça que la voiture est vraiment le moment où je suis très très claire avec moi. Et je sais que je suis pas bien dans mon couple. Je sais que je suis pas heureuse, que ce gars n'est pas fait pour moi. Alors c'est vrai que j'ai mis 100 ans à m'en rendre compte, mais pareil, tu te trouves des excuses. Et s'il m'entend un jour, je dis, je sais que je serais pas heureuse avec toi. Et je pense que lui savait qu'il serait pas heureux avec moi aussi. On se donnait mutuellement des excuses. À ce moment-là, c'était hyper électrique entre lui et moi. Et c'était vraiment ma soupape de me dire,
dans ma tête, je m'imagine un monde parallèle, tu vois. Ce monde où, avec Hello, en fait, on se rend à l'évidence qu'il faut être ensemble. Et ça m'a fait du bien longtemps, comme ça. Mais jusqu'au moment où tu peux pas, t'es confronté à la réalité des choses, tu vois. Mais entre-temps, tu te maries quand même. Et entre-temps, je me marie. En me disant, tu fais de la merde. Mais t'as les préparatifs, t'as tout ça, t'as ta famille qui est heureuse, t'as tes amis qui sont survoltés, qui font on va faire ça va être trop cool. T'y crois, mais en fait, tu sais, au fond. Presque, je me serais vue au fond de la salle, tu sais, à la mairie, en train de me regarder les bras croisés. Non, tu sais que tu fais de la merde. T'es dans un truc et t'as peur de te dire s'il faut, je vais tout plaquer, je vais me retrouver seule, c'était une connerie. S'il faut, il était bien, peut-être que, tu vois, voilà. Et souvent, on me dit, mais pourquoi tu t'es mariée? Je dis, je pense que j'ai eu peur. J'ai choisi la facilité, j'ai eu peur. Mais c'est vrai qu'il n'aurait pas fallu. C'est sécurisant si tu colles au modèle, tu fais ce qu'on attend de toi, tu vois, c'est plus facile quand même. Ouais. Puis ça faisait 10 ans que j'étais avec lui quand même. Donc, oui, puis c'est pas neutre. Puis t'as pas envie de faire du mal, t'as pas envie de. Voilà. Mais si on avait eu le courage vraiment. En plus, je m'en veux parce qu'on s'était toujours dit avec mon ex-mari, s'il y en a un des deux qui a plus envie ou qui craque pour quelqu'un d'autre, on se le dit honnêtement et on arrête avant de faire la bêtise. En principe, c'est cool. Oups. C'est bien. Oupsie. Voilà. En principe, c'est ce qu'il faut faire. Mais je sais que j'ai été la première à critiquer les gens qui trompaient, l'adultère, etc. Mais en fait, j'aime bien dire aux gens, en vrai, tant que vous n'y êtes pas, vous savez pas. On sait qu'il faut pas. C'est vrai que, tu vois, la notion d'adultère, il y a quand même tellement de formes différentes. Je veux dire, tu peux tromper. Moi, je trouve que, à titre personnel, tromper, mais parce que tu vas finir ta vie avec une autre personne, c'est très dur à vivre, c'est moche et tout, mais ça arrive, quoi. Tu vois. Oui, bien sûr. Ça arrive. Et c'est un autre schéma que tromper parce qu'en fait, t'es mal dans ton couple ou pour blesser l'autre. Oui. C'est mal, tu peux tromper parce que t'es mal dans ton couple et que par lâcheté, en fait, t'affrontes pas le truc. Et puis après aussi, tu peux tromper parce que ça peut être la dynamique du couple aussi comme ça. Ouais. Je veux dire, on est en France. On est le pays le plus adultère du monde. Je veux dire, ce sont des choses qui sont mesurées. Je sais pas, ça te va. C'est le pays le plus adultère du monde, la France. Ça me rassure. Tu vois. Donc, ça peut culpabiliser. Vous aussi, d'accord. C'est rassurant. En même temps, c'est un peu inquiétant sur notre capacité à avoir des relations saines. Ouais. Mais voilà. Ce qui est sûr, c'est que quand la promesse de départ, c'est on se dit les choses avant que ça arrive. Ouais. Oups, quoi. Ouais. Voilà, à quel moment ça se concrétise? À quel moment tu dis, allez, c'est bon, là, j'ai semé ma graine il y a X années. Ah oui. Elle a bien poussé. Elle a fait le bordel, la meuf. Maintenant, je vais aller récolter les fruits de mon dur labeur. En fait, c'est instinctif. Tu le sens, c'est-à-dire que quand on se retrouve toutes les deux, il y a un truc dans l'air. C'est statique. On peut parler, puis d'un coup, on se regarde, et là, elle me dit, non, arrête. Tu sais, là, c'est vraiment comme dans les films. Ah ouais. Tu sais que c'est là, c'est dans l'air. Je sais pas, on aurait dit comme s'il n'y avait plus de son autour. Comme si tu avais vraiment une chape de plomb qui... Plus rien n'existe. Plus rien n'existe et tu as juste, à la limite, tu sens juste ton cœur qui bat comme un fou dans tes oreilles. Tu as vraiment le... Et on craque. Et on craque, c'est une évidence. C'est... Voilà. Moi, je dis souvent à Hello, je t'ai aimé avant d'être attirée par toi. Mais vraiment, je l'ai... Et ce truc qui t'envahit d'amour et d'excitation aussi, on va pas se mentir, hein, parce que... T'as pas le droit. C'est une femme, donc c'est nouveau aussi, tu vois. Et en même temps, je savais exactement où j'allais. C'était vraiment. Et dans cette période-là, t'as pas été attirée par d'autres femmes? Non. Alors j'ai eu des périodes, si. Ce que je te disais, j'avais déjà dérapé avec d'autres meufs. Plus jeune. Ouais, plus jeune. Mais non, après, une fois que ça a été ma grande image devant les yeux. Ok, c'était Hello, quoi. Ouais. Okay. Au début, avant qu'on dérape et que moi je me rende compte qu'elle me plaisait, je me faisais des tests sur d'autres femmes pour voir. Tu sais, est-ce que c'est pas, tu vois, est-ce que c'est pas. Est-ce qu'en fait, t'es lesbienne, tu vois, et non, c'était elle, quoi. Tu te raccroches toujours aux branches, tu fais, attends, si je regarde un gars torse nu avec le V, là, ça me fait quoi? Oh, c'est beau quand même. Tu vois, ça me rassurait quand même. Moi-même, je trouve ça beau, tu sais. Pourtant, je suis hétéro, tu vois. Donc, voilà. Mais, ou alors, ça me rassurait, ça, je me faisais beaucoup le test, de me dire, tu vois une belle meuf, qu'est-ce que tu ressens? Et majoritairement, j'avais, salope, elle a un bon cul quand même. Tu sais, t'es jalouse, tu sais. Moi aussi, je veux ça, tu vois. Mais ça m'arrivait d'avoir une sensibilité, un charisme, un certain charisme de femme, où tu te disais, hey, tu vois. Mais comme tu peux l'avoir avec. Mais comme avec un mec. Avec un mec, ouais. Moi, le premier, tu vois, alors que. Bon, je vais pas raconter ma vie à moi là, mais pour avoir testé dans ma jeunesse, je sais que je suis hétéro 100% pur jus élevé au grain, si tu veux. C'est comme ça. Mais pour autant, il y a des fois, tu vois, je trouve des mecs, tu vois, quand ils sont particulièrement bien habillés ou même torse nu, tu vois, tu trouves, voilà, ils dégagent quelque chose de beau. Il faut admettre que oui, voilà, bien et sûr. c'est tout. Et en fait, c'est aussi simple que ça. Et il y a rien d'autre. Donc ça, oui, bien sûr, ça arrive, tu vois. Et fort heureusement qu'il ne faut pas s'interdire d'apprécier ces beautés. Ah oui, non, bien sûr. Et du coup, comment est-ce que vous vous dites, bon, ben là, on bascule, quoi? On bascule, c'est-à-dire on prévient les gars?
Ouais. Ah, parce que ça a duré combien de temps C'est là où elle a dit Joker, hello ou pas? Non. Bah, ça a duré trop longtemps. On aurait dû être rapide. On aurait dû faire les choses plus vite. Mais en fait, tu sais pas quoi faire. Tu sais pas quoi faire. Tu te dis que tu vas briser des cœurs, que tu vas exploser les familles, que ce que tu fais, c'est mal. Et en même temps, moi, j'avais un cran d'avance sur Hello. C'est que je savais que c'était l'amour de ma vie et qu'il fallait pas gâcher ça. Mais Hello, elle était terrorisée et elle savait pas. Donc, tu vois, quand elle me disait, mais tu crois quoi, qu'on va finir mariée avec des enfants? Je fais, mais oui. Elle me dit, mais est-ce que tu crois au moins qu'on peut avoir des enfants? Je fais, oui. Pour moi, c'était tracé. Donc, c'est ça qui a pris du temps, en fait. C'est qu'on se synchro sur quand est-ce qu'on leur dit, quand est-ce que... Et en fait, on s'est fait griller. Comme ça, c'est réglé. Ah bon, On s'est fait griller. Alors, souvent, les gens, ils demandent, alors, c'était... Non, il n'y a rien de palpitant. C'est que on a mal caché une lettre. Le plan, initialement, ça je peux le dire, même si les garçons tombent dessus un jour, c'est pas grave, c'est qu'on s'était dit, comme on était des pleutres et qu'on n'arrivait pas à dire concrètement ce qui n'allait pas, c'était de dire que chacune se séparait de son côté et qu'on finirait en coloc et qu'on dirait aux gens un an plus tard, bah finalement, on s'entend bien, tu vois. Voilà, c'était un peu le plan. Finalement, on est dans le même lit. Ouais, c'est con, bah écoutez, voilà, il y avait qu'une chambre. C'était économique au départ. Voilà. Et en fait, elle m'a écrit une lettre d'amour, Hello, que j'ai très mal cachée, mais avec le recul. Plus ou moins consciemment, voilà. Je l'ai cachée sous une pile de vêtements à moi, tu vois. Je me suis dit, bon, c'est pas la super cachette, mais bon, avant qu'un gars touche une pile de vêtements, bon, qui plus est la mienne, il n'y avait pas trop de risques. J'avoue. Et en fait, bah, c'est au moment où elle s'en allait pas dans son couple, donc son mec est venu dormir chez nous. Et mon mec, en voulant faire de la place pour les vêtements, a pris la pile. Il y avait 2 piles, hein. Il a pris la mauvaise et il a vu la lettre. Et en fait, 2 heures, même pas, une demi-heure plus tard, le téléphone a sonné. On vient, on va parler des filles. Ah, mais en plus... Et on a compris. Non, mais attends, parce qu'en plus, si je remets bien la situation, ton mec trouve la lettre au moment où vous hébergez le mec d'Hello. Oui, mais moi, je suis partie dans la... Et toi, t'es parti chez Hello. Dans l'appart d'Hello, tu sais, pour laisser les garçons entre eux, quoi, parce que ça va pas non plus dans mon couple, tu vois. Tu vois le truc un peu... Mais c'était pourri avec le recul. Eux, ils étaient ensemble et nous, on était ensemble. Mais ça a duré 1 heure, puisque finalement, ils ont grillé la lettre et ils ont dit on arrive. Et là, moi, je me dis, mais ça y est, c'est maintenant, voilà. Et en fait, je me tourne vers Hello, qui est blanche, et qui me dit, non, peut-être qu'on s'est trompé. Je fais, qu'est-ce qu'elle fait, putain? Et en fait, bah non, chacun repart l'une chez l'autre avec son mec. Elle veut pas sauter sur le moment. Là, c'était l'occasion, on y était, mais elle veut pas. Comment vous y revenez après, alors? Ben, les garçons, ils nous pardonnent parce qu'ils disent, ouais, c'est une femme. Donc ça passe mieux. Ça aurait été avec un homme, je pense qu'ils nous dégageaient, tu vois. Ah ouais. Et en fait, là, ils partent, bah, ils disent, vous voyez plus jamais, c'est fini. Hello, son mec, il évoque la possibilité de partir de Toulouse, carrément pour plus qu'on se voit. Mais en fait, là, c'est pas possible. Mon cœur se déchire. Je me dis, qu'est-ce qu'elle a choisi finalement? Qu'est-ce que... Je te le fais en accéléré, mais en gros, on continue à s'écrire. Mais mon ex-mari était ingénieur informaticien et il a réussi à pirater les téléphones et on s'est fait de nouveau griller en disant, on foutait notre gueule. Il a mis un traceur GPS. Bon. Donc, on s'est fait, ouais. C'est un peu toxique quand même, ça. Mais... Oui, on va pas dire ça, mais oui. Si, on peut le dire. Oui, si, il était toxique. Il faut le dire. Hein. Clairement, il était toxique. Donc là, quand ça va jusque-là, tu te dis, bon, ben... Mais en même temps, tu peux comprendre, tu as été trompé, tu sais pas ce qu'elle te dit, l'autre, tu deviens fou. Je peux comprendre que tu puisses faire des choses... Mais oui. Donc en fait, on s'est fait confronter une énième fois, et là, il m'a dit, il me fait, bon, ben, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, ben, moi, je l'aime, en fait. Donc je me suis barrée la première. Ok. Et après, elle est venue me voir en scred, portable, traceur GPS, pareil, il a confronté, qu'est-ce que tu veux faire? Je fais, ben, je veux être avec elle. Voilà. Ah, parce que les deux, vous avez traqué. Ouais. 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 Ah, c'était... Ah oui, il avait réussi à choper mon téléphone et il avait inversé. Donc, quand j'écrivais à Hello, c'est lui qui recevait les textos. Tu vois, le truc de... Voilà. Mais c'est con, parce qu'avec le recul, on aurait pu faire des choses, mais tellement plus propres. Ça aurait pu se passer affrontant. Tellement plus propre, quoi. C'est horrible. Là, il faut pas avoir peur de dire des gros mots. On est des connasses. Clairement, donc, c'est comme ça. Non. Et, ok, donc, bon, tout ça, ça se passe. Vous quittez vos mecs. Ouais. Ça, les mecs sont moyen contents. On va dire ça comme ça. La famille. Ah, la famille. Bah oui, gros sujet, parce que j'imagine aussi, tu vois, que vos familles... Alors attends, parce que je ne veux pas que je me trompe. Donc, comment ça se passe, toi? Tu rentres chez tes parents, tu gardes ton appart? En fait, on fait un premier break. Okay. Donc une première fois, je pars chez mes parents. Je leur dis la vérité, clairement. Okay. Et ça se passe pas trop mal. Ils sont sur le cul parce que bien sûr, ça fait 6 mois de mariage. Mais je me souviens d'une grande conversation avec mon père où je tourne autour de la table du salon et je fais ma plaidoirie. Et il finit en disant écoute, moi, j'ai confiance en toi. Je sais que quand tu prends une décision, c'est pas à la légère. Donc en gros, je te le dis, ça me fait chier. Ça veut dire que tu m'as fait du théâtre.
ton mariage, moi je l'ai trouvé très émouvant et en fait c'était de la comédie. Ça, tu te le prends dans les dents, mais c'est mérité. Mais il dit, je te fais confiance et si c'est ça qu'il faut, si t'as compris que c'était ça, on te suit. Mon frère a beaucoup plus de mal. D'ailleurs, je me moque beaucoup de lui dans le spectacle pour ça, où lui, il est très macho et il se dit, ouais, qu'est-ce que vont dire mes copains les pauvres mecs, pour leur fierté de mec, tu vois, c'est dur pour eux. Mais pas au point qu'on se dispute, hein. Il me met des missiles dans les dents, mais c'est... Et en fait, mon père finit par l'attraper en lui disant, en fait, c'est ta sœur, tu la soutiens, point. C'est tout. Je cherche même pas à comprendre. Et mon frère, quand il m'en parle, maintenant, il me dit, il m'a démonté. Il m'a dit, tu cherches même pas, en fait. Parce que oui, moi, je leur donne l'envers du décor, comment ça se passe avec mon ex, ceux qui ne voyaient pas, toutes les choses qu'ils ne savaient pas. Et donc, ils ont fait, voilà. Il y a pas que j'ai craqué sur ma meilleure amie. Il y avait aussi un contexte particulier dans mon couple. Mais mon père, il a dit, maintenant, tu cherches plus, en fait. C'est tout. C'est ta sœur, quoi. Il n'y a pas de... Puis hors de question que vous disputiez, il m'a dit, il m'a mis mon nez dans mon caca, et puis j'ai fait, bon, d'accord. Voilà. Donc, dans ma famille, ça a été un peu sportif, mais je pense en réaction normale à la situation. Oui. Et c'est après, un gros chamboulement, quand même. Voilà. Et après, ils m'ont soutenu. Mais ils m'ont vraiment bien soutenu parce que, du coup, pour le coup, mon ex a essayé de prévenir le reste de ma famille avant moi, en appelant les gens. C'est tellement toxique. Tu vois, voilà. Et je pense à mon oncle, notamment, qui l'a envoyé bouler en disant, c'est ma nièce, hein, qu'est-ce que tu crois? Tu m'appelles, tu me préviens, ouais, elle a fait une connerie, je m'en fous, c'est ma nièce. Merci. Et mon ex m'avait prévenu, je me souviens de cette phrase où il m'avait dit, pour notre dernière nuit ensemble, il m'avait dit, demain, je vais être un connard. Mais n'oublie jamais que c'est parce que je suis en colère. Et je lui avais dit, oui, je sais. Et effectivement... mais même. Oui, bref. Non, je te dis, tu poses pas toutes les questions, mais alors j'en ai plein. Non, mais parce que ton ex, c'est pas le sujet. Donc, non, on est bien d'accord. Non, mais pour te dire que la fameuse lettre, il a fait tourner. Il a fait des photocopies, il a montré à qui voulait la voir. Voilà, tu vois, donc je pense que mes beaux-parents ont lu la lettre, oui. Okay. Tu vois, pour te... Bon, bref, voilà. Donc ça, c'est pour ma famille. Okay. Et après, dans la famille d'Elo, effectivement, elle avait intuité que ce serait une bombe. Ça a été une bombe. Ça a vraiment été compliqué. Et comment vous retrouvez-vous après? Du coup, là, t'es revenu chez tes parents, t'as annoncé le truc. Ouais. Oui, alors attends, en fait, il y a eu un premier break. On était chacun chez nos parents. On est revenus chez les garçons. On s'est fait regriller sur les textos. Donc là, on se resépare. On est de nouveau chez nos parents. Moi, je voulais la voir, mais j'arrivais très peu à la voir parce que je pense qu'il y a eu un moment, comme sa famille a mal réagi, je pense qu'inconsciemment, elle m'en voulait. Parce que c'est moi qui avais mis la bombe dans sa vie. Donc c'est là, il y a eu un moment où je t'avoue que j'ai eu très très peur de la perdre parce que je sentais qu'à tout moment, elle pouvait repartir avec lui pour faire plaisir à sa famille. Et tu vois, tu sens, nous qui nous appelions, écrivons toujours, là, il y avait plus de messages, très très peu. Elle était très froide. Je me dis, ça pue vraiment. Et je pense que oui, elle était vraiment à deux doigts de basculer. Je pense qu'elle m'en voulait. Enfin, moi, c'est mon ressenti. Et je pense qu'elle était vraiment à deux doigts de basculer, dire marche arrière. Et en fait, c'est un drame qui nous a ramenés, c'est que mon père est mort. Il a fait un infarctus subite, qui arrivait comme ça. Et en fait, il est mort. Là, moi, forcément, dans tous mes états, là, elle m'a soutenue. Donc, du coup, elle a réussi à partir de chez ses parents, à venir me voir de temps en temps. Mais c'était très compliqué parce que sa mère lui dit, tu vas où? Tu vas la voir? Donc, en fait, elle devait justifier. Attends, excuse-moi, elle vient de perdre son père. Et ma belle-mère, elle était clairement en mode, j'en ai rien à foutre. Tant pis pour elle, en fait. Tu vois, et tant mieux pour elle. Je avoir un sujet belle-mère. Non, oui. Oui, mais elle me l'a dit. Elle me dit, oui, je t'en voulais. J'en ai beaucoup parlé avec ma belle-mère. Elle me dit, j'étais presque, tiens, t'as foutu la merde dans ma famille, tiens, perds ton père. Il y avait vraiment ce truc. Ouais. Ah oui, c'était sur la colère. Donc, Hello a eu beaucoup de mal à venir. Et j'aurais aimé qu'elle soit encore plus présente, mais elle avait le cul entre deux chaises. Et je pense que ça a ramené un peu comment on dit, remettre l'église au centre du village, tu vois. Ouais, okay. Et là, j'ai récupéré Hello. Okay. J'ai récupéré la vraie Hello. Voilà, je pense que sa colère s'est atténuée. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans son esprit, mais là, elle a été présente. Et donc, vous vous mettez ensemble. Et donc, ça y est, là... Vous emménagez ensemble. Là, voilà. Du coup, là, ta belle-mère se dit merde. Et ouais. Mais je pense que ma belle-mère, elle se disait, je vais la tenir comme ça, ma fille, à la culpabilité, parce qu'Hello marche énormément à la culpabilité. Quand elle lui dit, on va s'installer ensemble. Mais ça prend du temps quand même. Hein. Je pense qu'on reste facile 6 mois chez nos parents avant qu'on puisse se mettre ensemble. Et moi, je pousse, mais même une fois qu'on est ensemble, je vois que Hello, elle est triste. Jusqu'au bout, je me dis, je suis pas sereine. Hein. Je me dis à tout moment, elle repart pas parce qu'elle en a envie, mais parce qu'elle veut récupérer sa famille, tu vois. Donc il y a ce moment je pense qu'il a fallu son temps de digestion à elle pour se dire, mais en fait, je vais pas. Ça, c'est moi qui interprète, je ne sais pas, mais je vais pas passer à côté de ça, alors que eux, ils sont prêts à n'avoir rien à faire de mon bonheur et du moment que eux, ils sont bien dans leur, elle est de nouveau avec lui, voilà.
Mais souvent, enfin, en tout cas, quand j'en ai parlé à ma belle-mère, elle me dit, c'est pas le fait que ce soit avec une femme, hein, c'est parce que je devais faire le deuil de mon gendre, qui était dans ma vie depuis 10 ans. Donc, c'était comme son fils, en fait. C'était surtout elle te le dit comme ça. Elle te dit, c'est pas. Mais c'est intéressant. Ouais, elle dit, tu serais parti pour un homme, c'était juste que je devais perdre mon gendre. Voilà, ça a vraiment été ce. Mais ça, elle était bien, enfin, dans sa situation de belle-mère, elle était fils, bien. Elle dit souvent hello. Moi, je m'attendais à ce que tu me dises, je suis enceinte. Et pas, je pars avec Caro. Pardon. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que. Voilà. Et justement, je suis enceinte. Comment ça vous vient le sujet de bébé? Moi, c'est assez clair. Hein. Je sais que je veux faire des bébés avec elle. Elle, au début, elle a un a priori en disant attends, ça va être compliqué, c'est pénible. Et en fait, on se dit, on se prend pas la tête, on vit. Déjà, attends, ça faisait 10 ans qu'on était en couple dans un truc hyper pépère casanier. Là, on habite ensemble, on est au centre-ville. On va faire les soirées qu'on n'a jamais pu faire, d'accord? Donc là, la liberté. Et c'est génial. On se raconte toujours le même souvenir. La première fois qu'on a pris des Vélib, tu sais, les vélos en libre service, là, il faut payer. Et à un moment, on est là, les cheveux au vent, mais c'est con, c'est un film, tu sais. T'as le soleil à travers les arbres, et on est là, on est enfin libre, tu sais, et on est enfin ensemble. Et donc, on profite comme un couple tradit, hein, pendant 3 ans. On sort, on s'amuse, on voyage. Et puis un jour, on est à New York, et moi, romantique jusqu'au bout. Et je dis, moi, j'ai envie de faire un bébé avec toi. Et elle me dit, moi aussi. Et en fait, quand on rentre de New York, on lance les démarches. Tu sais, c'était comme c'est maintenant. Ok. C'est maintenant, on est prête. Et comment ça se passe, les démarches? Alors au début, on ne sait pas, hein, parce que tu sais rien sur personne, c'est pas encore évoqué. Tu sais, on sait vaguement qu'il y a des cliniques mais on sait pas où. Tu cherches sur Internet, on galère. On voit un peu sur les forums, mais pas plus que ça. Et en fait, Hello, elle en parle à son gynécologue qui lui dit moi, je connais une clinique à Barcelone qui fait de la PMA. Et en fait, on se renseigne. Mais au début, c'est tellement flou parce que tu ne sais pas. Tu sais qu'on va te prescrire des traitements, mais tous les gynécologues ne le font pas. Il y en a qui le font, mais sous risque d'être radiés. Donc, et en fait, on arrive à choper. Je sais plus comment on arrive à avoir les bonnes informations. Et on va à la clinique Jeun, on prend rendez-vous. Moi, j'envoie un mail un jour, mais c'est tellement d'une rapidité. On dit voilà, on est 2 mamans, on aimerait, voilà, on a un créneau dimanche. Venez. Enfin. Et voilà, et moi j'étais infirmière, donc toujours avec des horaires décalés. Je dis pour une fois que je travaille pas un dimanche, voilà. On y va, quoi. On y va, et en fait il parle très bien français, donc il t'explique tout. Voilà, on va procéder comme ci, comme ça, faire ses prises de sang, les échographies. Voilà, et en fait on dit si vous êtes prête, on lance le protocole. Il faut juste attendre que Hello ait ses règles, et après à partir de là on y va. Et le monde dit mais quoi. Oui, parce que c'est Hello qui va porter. C'est Hello qui porte la première, et moi j'ai porté notre seconde fille. Okay. Comment vous avez fait ça? Vous avez fait tirer la courte paille? Je l'ai arnaqué, d'accord? Okay. Parce que mon nom de famille est clairement plus beau que le sien. À chaque fois, quand je dis ça, mon beau-père, il j'aime bien. Et je lui dis, écoute-moi, parce qu'on ne savait pas, chacune, on voulait. Et je lui dis, si tu passes la première, ce sera mon nom en premier. On a les 2 noms de famille collés, mais ce sera mon nom en premier, comme ça, on sait que le deuxième, on finit par ne plus le dire. Voilà. Et on a joué sur la même chose pour qui sera appelé maman et qui sera appelé maman bis ou maman. Voilà. Et pareil, je lui dis, écoute, moi, je suis prête à abandonner le maman et à prendre finalement, c'est devenu mamou. Pareil, sur ce même principe de extrêmement oui, super intéressant ça, parce que du coup, vos enfants, il y en a, vous appellent maman et mamou. Ouais. Comme maman et papa. Il y a pas de. Oui. Souvent, on nous demande, mais vu que toi, tu l'as porté, t'appelles maman. Non, non, surtout pas. Si tu fais ça, tu creuses encore plus non, moi, je t'ai porté. Et puis, truc tout con, si vous êtes toutes les 2 dans la cuisine et qu'un enfant appelle maman, on sait pas qui l'appelle. Et c'est ce qu'on voulait faire au début. Nous, on voulait qu'elle nous appelle maman toutes les 2, tu vois, ou maman Caro, maman Hello. Et en fait, pratique. Non, c'était pas joli, maman Caro et maman Hello. Et très vite, la petite, on l'a sentie perdue, tu sais. Va voir maman. Oui. Et en fait, on cherchait ce deuxième nom, et il y a une pote qui me dit, et pourquoi pas Mamou? Et je suis en fait, c'est trop mignon. Oui, et effectivement, la première fois avec sa voix de Télétubbies, là, Erika, elle a dit maman. Et mon cœur, il s'est ouvert en 2. Il y a des papillons qui sont sortis, quoi. Voilà, donc en fait, c'est tout pour rester maman et mamou. Et donc la première PMA, PMA, oui, se passe bien. Ouais, ça se passe très bien. On a de la chance. Elle tombe enceinte du premier coup. One shot, ok. Donc ça, c'est trop cool. Hello pessimiste, non, mais je suis sûre le test est négatif. Mais non, faut y croire. Et en fait, tu sais, très vite, je suis dans la salle de bain, elle est dans la chambre, elle est en train de se balancer, elle souffre. Et moi, je vois avant elle qu'il y a les 2 barres. Elle me dit, non, je suis sûre que c'est mort. Je fais, mais non, mais tu sais pas. Mais tu sais, il faut attendre la minute, quoi. Et en fait, j'arrive, je fais, putain, mais meuf, t'es enceinte. Elle me fait, mais non, je fais, mais si. Et là... Mais tu sais jamais. Moi, je suis infirmière, donc tant que t'as pas la prise de sang, voilà. Et quand la prise de sang elle revient et qu'elle
elle est positive. Et là, on est super heureuse, quoi. Hello, je pense qu'elle en revient pas. Mais moi, je suis partie. Moi, je visualise, tu vois, déjà la maison, le chien, le machin. On n'a pas de chien. Raté. Comment tu te sens, toi, en tant que coparente non portante? Alors, moi, très vite, j'ai un sentiment d'illégitimité. J'ai peur quand même pas, la gosse. Donc, en fait, dès le début, je suis là. Mais trop là, la pauvre, je pense qu'elle s'est développée, le fœtus, avec « Coucou, c'est moi !» Et je parle énormément au ventre. Je suis je surcoucougne Elodie, vraiment, tu sais, en mode, moi je me prends pour le mec, tu sais, donc je suis là, je te protège, je te porte les trucs débiles, tous les stéréotypes, j'y vais à fond, tu vois. Et je parle énormément au ventre, alors qu'il n'y a rien, c'est un raisin, mais et plus elle grandit, plus je tape sur le ventre et elle me répond. Je suis trop contente. J'essaie de l'habituer à ma voix. Et en fait, je suis sans arrêt le cul entre deux chaises parce que je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise. Je sens qu'Hello est plus à l'aise et j'ai l'impression que, c'est pas une impression, Erika n'était calmée que par Hello et pas par moi. Et donc je me disais, tu vois, c'est l'odeur, tu vois, c'est l'instinct, elle m'aime pas. Et ma belle-mère, effectivement, qui rajoute une couche, non mais c'est normal, c'est parce qu'elle reconnaît l'odeur de sa vraie mère. Ah, mais en plus, elle te le dit, mais j'ai dit ça, mais je voulais pas dire. Oui, mais trop tard. En fait, ça se veut pas maladroit, mais c'est hyper maladroit. C'est maladroit. C'est terrible. C'était, tiens, va voir maman, et puis moi, tiens, va voir Caro. Les gens ne se rendent pas compte de tous ces trucs-là où, en fait, je passais un peu en force dans l'amour que je pouvais lui donner, la pauvre. Mais parce que j'avais peur qu'elle m'aime pas, qu'il y ait vraiment un truc, que les gens aient raison, qu'il y ait un truc instinctif, et que le sang fasse tout. J'avais vraiment peur que ce soit vrai. Il y a un truc qui est vrai. Il y a un truc qui est vrai, et il y a même un truc qui s'appelle le microchimérisme fœtal. Je sais pas si tu connais. Qu'est-ce que c'est? Mais en fait, toi, par exemple, pour votre deuxième enfant que tu as apporté, je te le dis, tu as des cellules souches de ton enfant dans ton corps jusqu'à la fin de ta vie, jusqu'à la fin de tes jours, et inversement. Oh. Voilà, ça s'appelle le microchimérisme fœtal. Alors, ça veut pas dire que ça fait appel à des pouvoirs ou quoi. Oui, d'accord. Mais physiologiquement, en effet, il y a un lien biologique qui existe entre la mère porteuse, ce qu'on veut, qui aura jamais, que ce soit un papa, notre maman, on s'en fout, qui aura jamais à côté. Cela dit, pour le lien d'attachement et tout, on s'en fout royalement. Et oui, bien sûr, c'est ce que tu lui donnes comme, comme éducation, comme attention, comme amour. C'est juste le soin, quoi. Donc, d'une part, il y a un truc qui est vrai, mais d'autre part, en fait, sur l'attachement, ça n'a aucune incidence. Par contre, en effet, on peut se poser beaucoup de questions, mais là, tu te poses plein de questions comme beaucoup de coparents. Mais en même temps, je pense que c'est bien d'avoir les deux parce que, certainement, et ça va coller avec ce que tu dis, Hello, elle avait une tendance plus viscérale lorsque notre fille pleurait. Là où moi, je pouvais couper le lien plus facilement en disant « Attends, ne te jette pas sur elle, on peut attendre 30 secondes, ça suffit. » Tu vois, on était... Et inversement, quand moi j'ai porté, les hurlements me faisaient... ça me déchirait et c'est elle qui était là en train... ça va, t'inquiète. Donc c'est cool d'être, j'avoue que ça a été super d'être à deux sur ça pour que l'une rassure l'autre. C'est super intéressant d'avoir. Je trouve que dans un couple lesbien, ce qui est intéressant, c'est justement ça, c'est de voir que il y a des choses qui se passent en effet dans le corps, et qu'il y a des choses, et après qu'en fait, tu sais, dans le schéma hétéronormé, quand on dit l'homme est plus détaché, plus machin, bah non, c'est juste que l'homme ne connaît pas cet élément physique, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec son sexe et son genre. C'est juste une situation de pas être enceinte, quoi. Mais ça m'embêtait à la fois, tu vois. Parce que je me disais, mince, j'ai été cool avec Erika, et là, c'est viscéral avec Roman, tu vois. Et en fait, ce qui m'a rassurée, je pense que c'est les hormones, peut-être qu'un médecin l'expliquerait, c'est que c'est hormonal, parce que maintenant, parfois, la pauvre Roman, elle tombe au sol, elle hurle à la mort, et Hello se jette dessus, je suis là, oh. Et j'ai pas un truc viscéral comme les premiers cris quand elle était nourrisson. Oui, mais c'est parce que ton cerveau a repris ton cerveau, normalement, a réévolué pour prendre un peu son fonctionnement normal, mais quand t'es un mommy brain, c'est plus compliqué, quoi. Voilà. Revenons à la première grossesse, du coup, l'accouchement. Donc, Erika. Elle, quand elle arrive, t'es déjà in love, full in love, moi, tsunami émotionnel. Moi, j'adore. Hello a été exceptionnelle pour la grossesse. Je lui dis, t'es horripilante. On dirait qu'elle a éternué, la gosse est sortie. Tu vois, vraiment. Ça s'est fait d'une facilité. Et moi, d'emblée, j'étais la grosse débile. Hein. Je la prenais en mode de Simba. Regardez, elle est belle, elle est belle. Elle est belle, elle est merveilleuse. Elle avait juste un truc sur le crâne. Là, j'étais là, toi, c'est la sage-femme qui l'a abîmée. C'est vraiment, mais c'est mon bébé, ma merveille. Et j'avais envie de la montrer au monde entier, tu vois. Et je l'ai aimée d'emblée avec un désir de protection. Mais le premier pot à pot, il était pour moi. Enfin, si tu poses le bébé sur
sur Hello. Mais après, tu sais, quand ils te disent, ouais, ils descendent un peu en température, qui veut la voir, tu parles. Hello, elle me dit, allez, vas-y. Et ce moment-là où on se dit souvent avec Hello la première nuit. La première nuit, c'est vraiment Erika contre moi. Et on est vraiment le pot à pot. Et ce moment-là, et je sais que je la tiens et je lui dis, mais je serai toujours là. Je serai toujours là. Quoi qu'il arrive, tu pourras toujours compter sur moi, même si je suis pas là, je suis là. Et cette connexion avec cet enfant, et là, il y a pas de sang, il y a pas de... T'es mon bébé, quoi. Tu vois, alors peut-être que t'es un peu aidé par ce truc de... Je suis là, d'accord ? Mais il n'y a pas que ça. Je sens vraiment que j'ai un truc qui se... Ah non, mais le premier pot à pot... Voilà, qui s'accroche. C'est marrant que tu racontes ça, parce que tu vois, moi, pour ma grande, il y a eu une césaриenne, et ma compagne a mis un peu de temps à s'en remettre, et du coup, en fait, le premier grand pot à pot, il a été avec moi aussi. Ouais. Alors, bien sûr, moi, il y a un truc de sang, mais tu vois, c'est pas du tout comme la mère, quoi. Et en fait, pendant plus de 3 heures, je suis resté seul avec mon bébé dans la chambre d'hôpital. C'est génial. En pot à pot, elle dormait. Et c'était, tu vois, même là, tu vois, quand j'en parle, ça m'émeut, c'était incroyable. C'est incroyable. Ouais. Et surtout, t'es là, t'as cet amour, tu sais plus quoi en faire. Oui, tu vois. Bien sûr. C'était incroyable. Comment ça se passe, le retour à la maison, le postpartum? Il est facile, tranquille tout va bien? Pour moi, oui. Hein. Parce que moi, j'ai pas la chute des hormones, donc tout se passe bien. Hello, je sais qu'elle va pas bien, mais elle le verbalise pas plus que ça. Et je suis en attristée parce qu'elle va le verbaliser à une amie qui, elle, a déjà été maman. Et en fait, je me retrouve un peu con parce que j'essayais de la faire parler. Je voyais qu'elle était agacée ou même elle m'en disait pas plus, alors que normalement, on se dit quand même absolument tout. Et elle a réussi plus à le verbaliser avec une pote cette angoisse de qu'est-ce qu'on a fait, hein ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Parce que du coup, on n'a plus du tout... elle me le dit, mais elle le creuse pas. On n'a plus du tout cette symbiose. On est un couple très fusionnel avec Hello. On fait beaucoup de choses ensemble. Alors c'est vrai que souvent, on nous dit oh, vous êtes trop ensemble. Mais nous, on est heureuse dans cette bulle-là. Et il y a ce petit être qui se met entre nous. Et en fait, on peut plus dormir ensemble. Parce que on essaie de faire une garde alternée. Tu dors, je suis là. Mais c'est débile. Faut pas du tout faire ça. C'est un très mauvais plan. Il y a cet agacement-là où... je sais pas si elle te dirait non, je lui en ai pas voulu, mais peut-être un peu de jalousie vis-à-vis de notre fille, parce que il y a ce truc. Et à partir du moment où elle le verbalise avec ma pote, qui dit oh, c'est normal, hein. On était bien, on était heureux, on était ensemble, il y a eu ce truc qui vient au milieu. Et après, je pense que ça lui a fait du bien. Et bien sûr, cette éternelle horreur de te dire t'as des kilos en trop, tu ne rentres dans rien. Et la personne qui est en face de toi, pas de bol, c'est aussi une femme qui, elle, a un corps mince, qui rentre dans toutes les fringues, tu vois. En plus, on a cette violence de dire c'est pas un mec non, c'est une autre femme, tu vois, mais tu la regardes, tu fais elle a le ventre plat, moi j'ai un ventre gras de femme enceinte, hein, de femme qui vient d'accoucher, hein, ce qui est normal. Et ça, c'est terrible. Ce post-accouchement, je trouve qu'on ne nous prévient pas assez. On nous dit ça va être dur, mais tu sais, c'est un truc qui part comme ça. Non. Il y a des femmes qui ont la chance que ça se passe très très bien, et tant mieux pour elles, mais il y en a d'autres. Tu sais pas pourquoi. T'as envie de... Moi, je me revois effondrée au sol dans mon jardin en train de pleurer. Je me dis, c'est ridicule. Je ne sais pas pourquoi. Mais t'as une tristesse. Sur le premier postpartum ? Sûrement. Non, pour moi, quand moi, mon postpartum à moi. Mais justement, donc, de deuxième fille. On peut y revenir, hein, si tu veux. Comment vous décidez de faire Vous aviez déjà planifié d'avoir 2 enfants ? Planifié, on se disait que ce serait cool d'en avoir 2. Mais longtemps, on s'est posé la question, est-ce qu'on n'en fait pas qu'une ? D'accord. Parce que je savais que c'était moi qui allais la porter et je me sentais pas encore prête. Donc, Hello, je pense, les aurait fait plus rapprochés. Mais moi, j'avais un peu le cul entre deux chaises parce que j'avais la carrière d'humoriste qui commençait à grimper gentiment. Et j'étais plus en mode, non, il va falloir aller tout le temps sur les tournées. J'ai pas la tête à ça. Et je lui disais, et je pense que c'est une connerie d'y aller quand même, je te dis la vérité, parce que si moi, je suis dans mon esprit, je suis pas programmée pour, je suis sûre que ça marchera pas. Mon corps, il va bloquer. Il va y avoir un truc, et j'avais pas envie d'avoir un truc qui traîne dans ma tête, d'être enceinte et me dire, putain, je le voulais pas maintenant, tu vois. Oui, bien sûr, je préférais être vraiment prête. Et on s'est posé la question à un moment, puisque ça y est, ta gosse, elle a 3 ans, elle est propre, on est bien là quand même, hein, tu vois. Et en même temps, Hello, elle me dit, franchement, tu vas le regretter. Et moi, je suis quelqu'un qui adore vivre les expériences, qui veut vivre un maximum de choses. Et parce que, pareil, je me posais la question, est-ce que ce serait pas Hello finalement ? Et puis moi, comme ça, je garde mon corps intact. Tu vois ? Et en fait, non, il y a eu un jour où je dis, ça y est, c'est bon. C'est maintenant, je suis prête. Donc vous retournez à la clinique ? On retourne à la clinique. Okay. Alors qu'en France, entre-temps, ça a été autorisé. Ouais. Mais le système français, il est long, il est pénible, il est fastidieux, tout ce que tu veux. J'ai dit, écoute, je préfère, tant pis, on remet de l'argent, hélas. Mais au moins, je sais qu'ils sont efficaces. Et en plus, de par ma tournée, on avait vraiment une date précise. Pour que ça tombe bien sur, tu vois, enfin, c'est terrible, mais... Et donc, on avait droit qu'à un one-shot. Donc, du coup, on a refait avec la clinique Jeun.
Et le one-shot, encore une fois, a fonctionné. On a eu de la chance. Mais alors là, écoute-moi, je me suis mis dans une pensée positive. J'ai dit à Hello, qui est tout le temps pessimiste, tu m'enlèves tout le pessimisme de ton corps, d'accord? Toutes les vibes, tout ce qui peut être bien. Et je me suis mis dans un truc de ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher. Et ça a marché. Et ça a marché. Incroyable. C'est quand même beaucoup de chance. Hein. Ouais. Ah oui, mais ça, on en a conscience. Ouais. Et donc, toi, ta grossesse, comment ça se passe? Tu vomis partout? Oh t'es ouais, pas bien? franchement, Ah ouais. ouais. Je suis très jalouse parce que Hello, je te jure, elle peut te vendre la grossesse à tout le monde. Rien, tu vois. Non, rien. Je te dis, elle a eu une grossesse nickel, elle a éternué, elle a couché. Enfin, moi, j'ai eu des nausées jusqu'au 7e mois, j'ai vomi, j'ai fait un malaise, on a appelé le SAMU. J'avais plus de fer, j'ai dû être hospitalisée une journée pour me mettre du fer. Enfin, truc chiant. J'ai pas eu le diabète gestationnel. Je m'en suis bien sortie. De la rétention d'eau, mais mon pauvre, à la fin, c'était un rond. Mais vraiment. Il était temps. Tu sais, à la fin, quand le ventre il bouge, oui, ça bouge. Super. Allez, maintenant, on sort. C'est fini. Là, t'étais plus en mode, non. Je parle à mon bébé tout mais le temps. j'ai adoré. Franchement, mon premier vomissement, tu sais quoi? J'ai souri parce que j'ai dit, ça veut dire qu'elle est là. Tu vois, j'ai trouvé ça cool. Ok. Le premier. Voilà. Le premier, après c'était plus drôle. J'ai accueilli toutes les modifications de mon corps en me disant c'est génial quand même, c'est énorme qu'il se passe tout ça. Bon, à la fin, quand tu peux plus bouger, t'es essoufflé, tu te pisses dessus dès que t'éternues, c'est bon, là c'est plus drôle, vraiment, c'est plus drôle du tout. Et vient l'accouchement, et moi je me suis alors peut-être que je me suis mal programmée pour le coup, j'ai toujours senti instinctivement que j'étais pas faite qu'il y avait un truc qui allait bloquer, tu vois, c'était ça mon terme. Et effectivement, je pousse, il y a rien qui se passe. Je pousse, il n'y a rien qui se passe. Et en fait, ils me l'ont expliqué plus tard, les médecins, ils m'ont dit, tu as les os du bassin qui sont faits de telle sorte qu'en gros, il y avait un dos d'âne, quoi. Et t'as beau pousser, comme une voiture qui n'arrive pas à monter le trottoir, tu vois, ça faisait ça, en fait. Et là, tu commences à te dire, parce qu'ils essaient de tout mettre. Moi, je dis souvent, ils montent tout mis, les spatules à salade, les bras, mais vraiment tout pour essayer ils ont fait l'ouverture rapide, tout ce qu'il faut, et ça passe pas. Et là, ils me disent, bon, madame Estremont, on finissait une dernière fois, mais après, ça part en césarienne, quoi. Écoute, là, je suis allée chercher au fin fond de moi-même. J'ai invoqué mon père. J'ai dit, papa, viens ici. Tu m'aides par la pensée. Ayukan. J'ai tout sorti. Et elle est sortie. Mais vraiment, il y a eu ce moment de... Comment ça se passe? Je t'ai pas demandé, Hello, pendant la grossesse. Elle est comme toi? Elle est aux petits soins? Elle est en mode, je parle au bébé tout le temps? Alors là, mon gars, je vais régler mes comptes avec ma femme. Pas du tout. Elle m'a ignoré le ventre. Mais vraiment, c'est un scandale. J'ai dû me prendre en photo toute seule avec le retardateur, d'accord? Miskine. Mais vraiment, elle, je l'ai pris en photo sur tous les ans. Là, vous êtes dans une situation hétéronormée, du coup. mais oui. Et elle te disait, mais non, c'est pas concret. Des phrases, voilà, qu'un mec pourrait dire. Ouais. Non, elle est pas là, c'est pas concret. Et elle me parlait pas au ventre. J'ai dit, mais parle-lui. Moi, par contre, j'ai parlé à mon ventre. Ouais. De la même façon que j'ai parlé à Erika, j'ai parlé à Romane, tu vois. Je lui mets encore dans les dents. Je fais, franchement, c'est abusé, quoi. Je me suis pris en photo toute seule. Elle me touchait pas le ventre. Oui, par contre, elle était si elle était quand même à mes petits soins, j'ai pas souvenir qu'elle me dit tu te porteras seule, débrouille-toi. Non, quand même. Elle faisait gaffe à ce que je mangeais. Voilà où j'étais là, un saucisson, non. Bon. Voilà. Mais par contre, non, le ventre, elle a complètement ignoré. Mais par contre, dès que Roman est sorti, ça a été son monde. Mais vraiment, là, ça a été son Simba. Moi, j'ai pu exister. On m'a dégagé. Et je suis contente parce que j'ai réussi à filmer. On a fait des photos, des moments. Là, c'est elle qui se connecte. Et effectivement, sa première nuit avec notre fille, elle te dit, c'est un des meilleurs souvenirs de ma vie. Vraiment. Et même encore aujourd'hui, je trouve qu'elles ont un truc. Elles ont vraiment... elles sont... Là, pour le coup, le sang... Tu vois? Ah ouais, pas du tout. Et aujourd'hui, vous en êtes où niveau parentalité? Comment ça se passe entre vous? Vous êtes d'accord sur tout? Majoritairement, si, on est quand même d'accord. Il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, mais pas au point de se battre. C'est pas... Ouais. Elle va être plus laxiste sur des choses et inversement. Et on va dire, là, écoute... Comme quoi? Moi, souvent, je lui... mais je sais pas pourquoi, je bloque un peu sur la nourriture. J'aime pas quand les petits-déj... elle va... Si une des gosses veut un petit chocolat, si prends un chocolat, je dis non, c'est pas un petit-déj. Ça m'agace. Et moi, j'ai tendance plus facilement à lâcher sur la télé, tu vois. Alors, pas en semaine, ça, on s'est toujours mis d'accord, le mercredi après-midi, le week-end. Mais si ça déborde un peu, qu'elle me dit on a une demi-heure, je fais ça va, c'est pas, voilà. Je vais être, mais alors parfois on rigole parce que elle va faire une course et je suis avec les petites et très vite les gosses elles savent à qui ils ont affaire. Maman, on met la télé. Non, parce que maman elle va arriver, elle va dire je suis pas capable de rester une heure sans vous mettre devant la télé. Ça suffit maintenant. Donc voilà. Mais tu vois, c'est pas grand chose, hein, c'est sur ça. Après, on se rejoint vachement sur les notions de respect. Merci, bonjour, au revoir. Ça c'est la base. C'est un truc. Je leur dis, il est hors de question que vous soyez mal poli.
Tu t'es pas obligé de faire la bise à quelqu'un que tu connais pas, ça je t'embête pas. Mais bonjour. Voilà. Tu crois qu'il y a un enjeu sur le fait que vous soyez un couple lesbien, sur la manière dont on regarde l'éducation de vos enfants? Nous, on se le met en tout cas. Ouais. Nous, on se met un enjeu. Parce que quand on est dans la rue et qu'on en a une des deux qui fait un caprice, moi, j'ai un gros malaise d'emblée. Parce que je sais qu'on va nous regarder et du coup, ça me... Enfin, qu'on va le regarder comme tout le monde regarde quand il y a un gosse qui fait un caprice. Hein. Mais moi, je me le mets en mode, qu'est-ce qu'ils vont dire si... Ah, tu vois, deux femmes, elles savent pas tenir leur gosse, tu vois. Et j'aime pas ça du tout. Et d'ailleurs, quand nos filles font des caprices pendant les repas de famille, j'aime pas ça. Souvent, mon beau-frère, il me dit « Ouais, vous êtes laxiste. » Je fais « Non, c'est parce que vous êtes là. » Donc, j'ai souvent tendance à dire « Oui, bon, c'est un repas, ça va aller. On est en famille, on est plus cool. » Alors qu'à la maison, en privé, on va être plus à cheval sur les règles. C'est con, hein? Mais par contre, bon, après, quand elles font un caprice en pleine rue, on les prend à part. Et moi, j'essaie de me mettre en bulle, tu sais, de regarder. Je me mets à genoux, on se met dans un coin, regarde-moi bien. Voilà. Parce que je veux pas voir les autres, sinon ça me gêne et j'ai peur qu'on dise, voyez, voilà, ces gens-là. Ils savent pas éduquer leur enfant. D'ailleurs, ils devraient pas avoir d'enfants. D'ailleurs, c'est pas les leurs. Tu vois. Je me fais un stress toute seule comme ça. C'est bête, hein? Tu crois que c'est pareil pour les parents hétéros? Pour les parents hétéros, je sais pas. Peut-être. Hein. Ça l'est. Tu crois? Mais sur d'autres sujets. En fait. Voilà. C'est hyper intéressant parce que vous avez forcément un poids social qui est différent de par cette situation. C'est pas ça. Je pense qu'il n'y a pas de débat. Mais de toute façon, en effet, tu vois, sur les moments de crise dans la rue et tout, les parents hétéros aussi. Hein. Enfin, surtout les darons quand même. Faut pas se mentir non plus, tu vois. Mais oui, les parents hétéros aussi. Il y a tellement de jugements sur les parents que de toute façon, même sans être un couple lesbien, les gens vont juger. Au lieu de dire, ça a pas l'air d'être un moment facile pour tout ce petit monde. Comment est-ce qu'on pourrait les aider? Peut-être déjà en arrêtant de les fixer. Et oui, voilà. Et encore plus maintenant, avec tous les modèles d'éducation qu'on nous propose, tu te sens encore plus jugé, tu vois. Oui, bien sûr. Et à chaque fois, moi, quand je vois des enfants qui font des caprices, t'as le réflexe de regarder, et puis presque, j'aimerais croiser le regard du parent en disant, courage, on est avec toi. Et la dernière fois, au ski, il y a Roman qui nous a fait une crise. Et j'ai pas pu m'empêcher, j'ai regardé les gens, je fais qui la veut? Et en fait, ils ont rigolé, les gens, c'était non. Alors on m'a répondu non merci. Voilà, donc j'essaie d'en plaisanter un petit peu, mais oui, t'as raison, je pense qu'en fait, tout le monde se prend la tête, on n'a pas envie d'être jugé. Alors qu'on fait juste au mieux. C'est surtout que la société prend la tête à tous les parents globalement. Voilà. Quand même, tu vois. Mais on essaie de faire au mieux, vraiment. C'est ce qu'il faut se dire. Moi, j'aime bien résumer ça. Quelle que soit la façon dont on s'y prend, on fait au mieux et c'est déjà énorme. Déjà, quand on se remet en question sur ce qu'on fait avec Hello en termes d'éducation, on se dit souvent, déjà, on se remet en question. C'est qu'on veut bien faire. Alors, certainement qu'on doit faire des choses pas comme il faut. Et ça, c'est ce que m'avait dit ma mère. Elle m'a dit certainement que tu feras des choses pas bien et certainement qu'ils vont te le mettre dans les dents des années plus tard, comme vous le faites. Mais sache que nous, on fait... Et encore, le pire, c'est quand tu as une assistante maternelle dans la famille. Ça... Ma belle-mère. Ah. Et non, encore en plus, elle est vraiment pas relou. Non, en plus, elle est même pas relou. Qu'est-ce que tu aimerais dire à Hello? Tu vois, à la fin de cet épisode qu'elle écoutera. En termes de quoi? Parce que moi, j'ai que des trucs kitsch qui me viennent. Je sais pas, mais vas-y, un truc kitsch, on s'en fout. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire, tu vois, quand tu penses à tout ce que vous avez vécu, traversé, vos 2 enfants, tout ce que... Voilà, imagine, elle est en face de toi et qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Moi, j'aime bien être taquine et lui dire, tu vois, j'avais raison. Ok. Et qu'est-ce que tu aimerais dire à la Caro d'il y a... peut-être pas d'il y a 10 ans, mais la Caro qui va se marier, là. Ah ouais, la Caro qui va se marier, lui dire, suis ton instinct, tu sais que ce que tu fais, c'est pas ça, donc arrête maintenant, en fait. Arrête maintenant et t'inquiète, ça va bien se passer. Hein. C'est juste que ça va être un peu le bordel, mais t'inquiète, ça va être comme toute grande décision dans sa vie. Je pense que si tu veux vraiment apprécier avec le recul ce que tu as fait, il faut galérer avant. J'ai l'impression que c'est un peu un deal avec l'univers. Ouais, c'est un peu l'idée. Que tu es obligé de faire, mais lui dire ça va être la tempête, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer et fais-le maintenant. On va laisser passer. Je suis assez d'accord, je trouve qu'il y a beaucoup de ça. Et en même temps, il y a une vraie logique, c'est que on apprend de nos erreurs. Donc, quand tout se passe bien, on n'apprend pas grand-chose. Exactement, oui. Et pour finir, qu'est-ce que tu aimerais dire à tes filles? Je sais pas à quel âge elles vont l'écouter, tu vois, mais quoi qu'il arrive, toujours pareil, Mamou, elle est relou, je vous aime, mais profondément fort par-dessus les étoiles de tout l'univers, 1 milliard de fois aller-retour. Vous êtes mes petits culs, quoi qu'il arrive, et vous pourrez toujours compter sur nous. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.